Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, les libéraux partent avec une longueur d'avance ou au coude à coude avec les conservateurs selon les plus récents sondages, et ça risque encore de changer, évidemment. Donc, ils ont tout à perdre. Hein? Logiquement, les conservateurs ont tout à gagner pendant la campagne. Leur chef, les libéraux, n'a aucune expérience électorale. Alors, ils vont aller chercher des candidats vedettes, hein? C'est ce qui va leur servir. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je commence par vous, donc, Émilie. Bien, on voit déjà qu'ils ont des candidatures vedettes avec Carlos Letao, avec aujourd'hui on apprenait l'ancien journaliste Evan Solomon. Donc il y en aura d'autres aussi. C'est vrai qu'il a tout à perdre, mais en même temps, il y a beaucoup à gagner dans le sens que c'est la nouveauté. Hein? Puis, je pense qu'il y a cet effet lune de miel dont il pourra profiter. Et peut-être, c'est vrai qu'il est nouveau en politique. Il le dit lui-même, hein, que c'est pas un politicien de carrière. Donc, il va faire des gaffes, c'est certain, c'est inévitable. On en a peut-être eu un petit aperçu de son tempérament dans des échanges avec des journalistes. Oui. Donc, ça pourrait arriver encore en campagne. Peut-être qu'aussi, c'est pour ça qu'il va vouloir privilégier une campagne plus courte pour éviter les faux pas. Mais moi, je pense que la nouveauté, ça peut lui servir. Puis, ça peut... pour les gens, par exemple, qui étaient tannés de Justin Trudeau, ils vont peut-être considérer voter libéral, ou même pour des conservateurs qui n'ont pas envie de voter pour M. Poilievre, vont peut-être même se tourner. On voit quand même que l'aiguille des sondages a bougé dernièrement. Oui. Puis évidemment, des faux pas, il ne faut pas en faire trop en campagne. Mais est-ce que ça va donc se bousculer aux portes pour devenir candidat au Parti libéral dans les circonstances? Ça se bouscule déjà aux portes, là, vraiment. Parce que les libéraux, bon, étaient un peu tirés vers l'arrière en termes de candidature. Hein. Bon, il n'y a pas si longtemps, ils étaient à environ 170 candidatures à travers le pays, ce qui est très peu, ce qui était à peu près le même nombre que le NPD, alors que les conservateurs étaient bien en avant. Mais là, il paraît que, bon, ils ont presque toutes les candidatures actuellement. C'est sûr que M. Carney n'a pas eu beaucoup de temps pour tenter de faire des appels, pour tenter de convaincre des gros noms de joindre son équipe, mais je pense que déjà, ça produit des résultats. Moi, ce qu'on entend, je ne sais pas c'est qui, ce n'est pas Carlos Letao, il y aurait quelqu'un d'autre là aussi qui se joindrait au Québec, là, un gros nom qui sera annoncé dans les prochains jours. Donc, reste à voir qui est cette personne. Mais déjà, on voit, bon, oui, M. Solomon, qu'on connaît bien dans le monde des médias. C'est des candidats vedettes, quand même. Là. Oui, il y a le maire d'Edmonton aujourd'hui qui était aux côtés de M. Carney, qui, lui, là, pourrait effectivement être candidat. Donc, vraiment, il réussit à recruter des grands noms. Reste à voir s'il pourra recruter, bon, Jean Charest a déjà dit non, mais quelqu'un comme Christy Clark, par exemple, qui, elle, serait bien intéressée là, à se représenter sous la bannière libérale fédérale. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Puis je pense que ça amène aussi un contraste avec Pierre Poilievre, qui, lui, n'a pas beaucoup de candidatures vedettes pour le moment. Bon, alors, Mark Carney va miser sur quoi, Joël Denis? Sur les finances, sur l'économie, sur son expérience, quoi d'autre? Une personne rassurante aussi en temps de crise. On vit une crise en ce moment avec les États-Unis, crise avec notre principal partenaire commercial, notre principal allié. Donc, pour lui, il va se présenter comme étant la personne qui est capable de gérer ça, de rester calme devant la tempête qui se profile à l'horizon, calme devant Donald Trump. Et je trouve assez intéressant la stratégie qu'a adoptée jusqu'ici Mark Carney. Il se laisse désirer par Donald Trump. Il n'y a pas de démarches officielles qui ont été entreprises pour parler à M. Trump ou une rencontre. Ça ne donnerait rien. Donc, on va attendre que... En fait, il a déjà mis un peu sa ligne dans le sable en disant « Je vais attendre que M. Trump démontre plus de respect envers le Canada, le pays souverain. » Donc, je trouve qu'il joue ça bien va les arriver, cartes. ça. Ça arrivera peut-être pas, mais dans ce qu'il dit aux Canadiens, je pense que ça inspire confiance. Surtout, son CV est impressionnant. Maintenant, je vous dirais ceci concernant la campagne. Au début de l'année, je pensais que j'allais me rendre à la morgue politique pour voir le cadavre du Parti libéral. Il semble ressusciter déjà d'entre les morts parce que les sondages sont très, très impressionnants. Ça pourrait être le revirement politique le plus important dans l'histoire politique canadienne, ce que l'on voit en ce moment, si les libéraux réussissent l'impossible, l'impensable,
c'est-à-dire aller chercher une victoire, alors que tout le monde prédisait que le Parti conservateur allait l'emporter haut la main facilement. Donc, comme quoi, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Exactement. Pour citer quelqu'un, un philosophe très célèbre. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais puisqu'on parle de revirement, alors, le chef conservateur, est-ce qu'il va devoir changer son discours, changer sa stratégie? Je commence par vous, Joël. Il a déjà commencé à le faire en disant qu'il va se lever contre Donald Trump. Donc, il a durci le ton de plus en plus envers Donald Trump. Je pense qu'il n'a pas le choix de le faire parce qu'en ce moment, je pense que les Canadiens, les électeurs, recherchent le parti le plus nationaliste. Et nous, on sait de quoi ça a l'air du nationalisme au Québec. On a l'habitude de voir ça. On le voit maintenant dans l'ensemble du pays. Et donc, il doit ajuster son discours pour présenter le Canada d'abord. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement face à Trump? M. Carney a déjà commencé à le faire, lui aussi. Et je pense que ça va être une belle bataille. Ça va être une campagne enlevante, probablement la plus belle et intéressante campagne électorale des 40 dernières années. La dernière, qui a été aussi enlevante, passionnante, ça a été l'élection de 1988 qui portait sur le libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Et là, c'est encore l'avenir de la relation canado-américaine qui sont en jeu durant la prochaine campagne électorale qui va commencer dimanche. Oui, mais d'une toute autre façon. On veut renverser peut-être la vapeur. Donc, Catherine, est-ce que Pierre Poilievre va changer suffisamment? Est-ce qu'il va changer à temps ou ça va être peu trop tard? Je pense que ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de panique là, actuellement dans les jours précédant cette élection, qu'il voulait tant. Hein? Il voulait une élection, il la demande depuis des mois et des mois. On voit que vraiment, il y a pas beaucoup, en fait, il y a beaucoup de confusion au niveau du message. Ce qu'on entend, c'est que du côté de Pierre Poilievre et de sa garde rapprochée, ils veulent vraiment insister sur le coût de la vie. Hein? Ils ne veulent pas déroger de ça. Ils pensent encore il faut marteler là-dessus et qu'il faut essayer d'éviter un peu de parler de Donald Trump. Mais là, ce qu'on voit, ce qu'il se fait dire en coulisses, là, c'est qu'il faut qu'il parle de Donald Trump un peu plus. Il faut qu'il parle vraiment plus de son message Canada d'abord. Mais il faut aussi qu'il arrête là, de traiter M. Carney de toutes sortes de noms. Actuellement, les Canadiens ne veulent pas de cette négativité actuellement. Donc là, on l'a vu déjà aujourd'hui. À Jonquière, M. Poilievre était plus doux, était gentil, il souriait. Il n'a pas attaqué directement M. Carney, si ce n'est que de lui demander de dévoiler ses actifs. Donc, reste à voir si c'est un revirement pour l'instant, qu'est-ce qu'il va faire pour le reste de la campagne. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de confusion actuellement et je pense qu'on se rend compte qu'on pourrait perdre là, du côté des conservateurs et je pense que ça cause beaucoup de panique. Oui. Est-ce qu'il va réussir, M. Poilievre, à changer son message à temps et à avoir le message qui pourrait, lui, apporter des votes? Possible. Là, il a quand même montré qu'il peut faire tourner le vent assez rapidement, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même long avant qu'il sorte de... moi, je trouve que c'est assez long avant qu'il sorte du Mark Carney. C'est la même chose, la copie carbone de Justin Trudeau. Et là, il faut changer de message. Il faut trouver des angles d'attaque autres que c'était le conseiller de M. Trudeau sur le climat. C'est sûr que ça fasse vibrer les électeurs, ça, en ce moment. Je pense pas, non. Mais je pense que quand il attaque M. Carney sur ses possibles conflits d'intérêts, je pense que quand même, il marque certains points. Bon, peut-être qu'il pourrait aussi lui demander dans quel dossier précisément M. Carney s'attend à devoir se récuser là, de discussions du Conseil des ministres. Il a déjà dit aux journalistes, M. Carney, que si ça touche Brookfield, c'est sûr que il doit se récuser, mais il y a sûrement d'autres dossiers dans lesquels il pourrait devoir se récuser parce qu'il a quand même été dans le secteur privé longtemps. Oui. Un autre parti qui doit regarder les sondages attentivement, qui ne doit pas être heureux, c'est le NPD. Le NPD perd des plumes, perd des points dans les sondages. Vous avez vu au Québec également, Québec solidaire perd des points. Le co-porte-parole vient de démissionner. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles il démissionne. Mais quand même, est-ce qu'il y a encore place pour une gauche en ce moment au Canada? Oui, mais il s'agit de trouver la bonne voie pour exprimer les doléances, les préoccupations des gens qui tiennent de la gauche. Et le NPD, depuis les dernières élections, a cherché une voie de passage, ça a été de cohabiter un peu avec les libéraux, faire adopter des mesures qui sont chères au NPD, comme le programme de soins dentaires, Pharmacare ou l'assurance médicaments, protection des travailleurs, loi anti-SCAB, sauf qu'il n'a pas pu récolter le crédit pour ces mesures-là qui ont vu le jour grâce à l'appui du NPD. Donc,
Pour le NPD, c'est un peu l'éternel débat. Coup d'épée dans l'eau. Oui, coup d'épée dans l'eau. On a travaillé fort, mais on ne récolte pas les fruits de nos efforts, donc il faut se poser des questions. Et ce qui m'amène à dire que c'est probablement la dernière élection de Doug Meeting comme chef du NPD. Le NPD va vouloir tourner la page sur le leadership de M. Singh, à mon avis. Pourquoi? Parce que ça risque d'être un résultat désastreux. On se pose la question, est-ce que le NPD sera même reconnu à la Chambre des communes comme un parti officiellement à la Chambre des communes? Ça serait une catastrophe pour le NPD. Est-ce que le NPD va s'effondrer? Il a des bonnes chances, là, à en croire les sondages actuellement, pour la raison que ce n'est pas tant parce que c'est un parti à gauche, selon moi, c'est vraiment en raison du vote stratégique. Hein. C'est que les votes, les électeurs vont vouloir se ranger derrière les libéraux pour toutes sortes de raisons, mais aussi pour bloquer Pierre Poilievre, là, pour ne pas qu'il accède au pouvoir. Alors ça, c'est quelque chose là, que le NPD devrait surveiller. Par contre, chez les néo-démocrates, ce qu'on nous dit, c'est que, Mark Carney, en même temps, c'est un leader libéral, un chef libéral de la droite. Il va s'entourer de gens qui représentent l'austérité, hein, comme Carlos Letao. On le connaît, on le sait bien au Québec. Puis, donc, il voit peut-être une opportunité de ce côté-là parce qu'ils vont dire, Pierre Poilievre et Mark Carney sont un peu plus à droite, alors il faut que les gens qui sont plus à gauche, là, finalement, vont se tourner vers le NPD. Donc, reste à voir comment ça va se développer, là, si les gens vont changer d'idée. Mais une chose est certaine, c'est que les gens se rangent derrière Mark Carney pour toutes sortes de raisons. Il reste un tout petit peu de temps, juste assez pour que je puisse vous demander, j'aimerais ça vous entendre tous les trois là-dessus, poser cette question sur les journalistes. Le Parti conservateur a décidé de ne pas admettre les journalistes dans les autobus de campagne. Rapidement, c'est une bonne ou une mauvaise stratégie? Je pense que ça va être à voir parce que c'est certain que les médias ne peuvent pas ignorer la campagne de Pierre Poilievre. Tous les journalistes ont des standards journalistiques à respecter, d'équité, d'équilibre entre partis. Donc, ça peut permettre aux conservateurs de plus contrôler leur message, de justement envoyer des vidéos, tout ça. Donc, il reste à voir. Ils ont promis qu'ils allaient avertir les journalistes 2 à 3 jours à l'avance avant de faire des déplacements. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? J'ai des petits doutes quand même parce qu'en campagne, justement, il y a des plans qui changent à la dernière minute en fonction des sondages, en fonction des intentions de vote. Donc, ça reste à voir, mais ça va être une campagne comme on n'en a jamais connue. Oui. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais message à passer? C'est un mauvais message, je pense, et je pense qu'ils vont peut-être changer d'idée après 2-3 semaines. Ah oui? Est-ce qu'ils vont changer d'idée? On a l'air d'accord, Joël Denis? Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Les journalistes qui vont vouloir suivre les conservateurs vont passer autant de temps à se réserver un billet d'avion ou une chambre d'hôtel qu'à suivre la nouvelle. Donc, ça complique davantage le travail des journalistes et ma crainte, c'est que par la suite, le Parti conservateur utilise cette situation pour encore attaquer les médias. Donc, ce serait totalement dommage que ça arrive. Bien, merci beaucoup à vous trois. On se laisse là-dessus. Merci.